Bonjour à tous. On va toucher, je pense que c'est le 20e enregistrement que je fais, enfin le 20e invité que je reçois. Et si tu l'invites aujourd'hui, c'est Mélanie Gavel. Bonjour Mélanie. Salut, ça va? Du coup, on s'est rencontrés parce que tu as travaillé avec Hervé avant, qu'on a reçu plus tôt dans le podcast. Ouais, je l'ai un peu bâché sur LinkedIn et du coup, je me suis fait inviter. Mais ça me va. En vrai, du coup, je suis intéressé pour en savoir plus sur ton parcours. Puis je vais pouvoir te poser toutes ces questions-là aujourd'hui. Du coup, d'après toi, Mélanie, c'est quoi un développeur en 2021? Pour moi, un développeur en 2021, c'est plus quelqu'un qui il est partie prenante sur le projet. Je pense vraiment qu'il faut intégrer les développeurs dès le début et arrêter de leur amener en disant bon, on fait ça, comme on l'a décidé. Alors que les développeurs, je pense qu'ils ont un bagage, ils ont des choses intéressantes à apporter aussi parce qu'il y a leur méthode de travail aussi. Il faut aussi. Oui. Ils ont plus à proposer que ça, quoi. Oui, que juste de l'exécutif en fait. Je disais, Mélanie, du coup, c'est quoi un intégrateur en 2021? C'est quoi? Est-ce que c'est un autre métier que le dev? Est-ce que c'est un sous-métier du dev? Enfin, j'ai une spécialisation du métier de dev. Non, c'est pas une sous-spécialisation. Je pense que tout le monde marche ensemble en fait. Tout le monde marche ensemble. Et c'est quoi le métier de l'intégrateur? Il commence où? Il finit où? L'intégrateur, en fait, je le compare souvent à, tu vois, sur un centre de montage de voitures. En fait, t'as l'intégrateur front-end qui va faire tout ce qui est carrosserie, tableau de bord, etc. Et le back, il fait le moteur, en fait, les freins, tout ce qui permet de faire rouler la voiture. Du coup, obligatoirement, on a besoin des deux personnes, de tout ce monde-là. C'est quoi ton job aujourd'hui? Tu es intégratrice, du coup. Un peu front parce que on balance le code avec GitHub. Il y a du JavaScript, il y a du mobile. Enfin, c'est pas que de l'HTML, CSS. On va plutôt dire qu'un intégrateur, c'est plutôt HTML, CSS, emailing. Et le front, il va plus maîtriser Node.js, des frameworks, Bootstrap, connaître des API, des tests unitaires, déployer des apps sur serveur. Après, j'en sais faire un peu, mais pas tout. Du coup, c'est pour ça que je reste dans la case inté plutôt que front, parce que j'ai pas toutes les cordes à mon arc. Ce que tu me dis, c'est que le métier d'intégrateur et de dev front sont quand même très miscibles. Il y a beaucoup de tâches en commun ou de compétences en commun. Oui, c'est juste que le front, il va peut-être aller plus loin sur d'autres choses, en fait. D'accord. Je réfléchis. Hein. D'accord. C'est quoi les jobs que tu as eu avant, les jobs qui ont pu te rendre heureuse avant? Alors, le job qui m'a rendu le plus heureuse, je pense que c'est Rouge Interactif. Rouge Interactif a fermé. C'était une BU de peak time. En fait, ce qui m'a rendu le plus heureuse, c'est les gens que j'ai rencontrés là-bas. Vraiment des personnalités top, comme Hervé, comme Julien Carlier, qui m'a donné ma chance alors que je savais clairement rien faire parce que j'avais fait du Flash MX avant et de l'intégration, je savais pas en faire. Et vraiment, j'ai rencontré des gens top qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. C'est ça qui m'a rendue plus heureuse et j'ai appris plein de choses. J'ai vraiment rencontré des gens top qui m'ont appris plein de trucs et ça, je peux pas l'enlever en fait. C'est ça qui m'a rendue heureuse en fait. Dans ce job-là, c'est du coup l'équipe qui est avec toi qui t'a apporté le plus de valeur, qui t'a rendue heureuse? Ouais, et tout ce que j'ai appris, parce que c'était hyper gratifiant pour moi-même, me redonner une confiance en moi. Enfin, tu vois, c'est vraiment 8 années où vraiment, tout ce que, j'ai beaucoup évolué personnellement et tout ça, c'est top en fait, je trouve. Quand une entreprise peut t'apporter ça, je trouve ça canon, moi, perso. Quand tu dis évoluer personnellement, c'est genre développer des nouvelles compétences, t'as appris des nouvelles choses, etc.
Ouais, en fait, c'était marrant parce que souvent on me disait tu connais ça? Ben non. Bah écoute, tu vas t'y mettre, on va te coller dessus, il y a quelqu'un qui va t'aider, qui est à dispo quand t'as besoin. Tu fais des recherches aussi, quoi, parce en fait, on te pêche pas le poisson, on t'apprend à le pêcher, hein. Et ça, vraiment, enfin, pour moi, c'est hyper gratifiant, en fait. Je rigole parce que c'est un idiome en anglais. C'est teach a man to fish. Ok, j'ai la ref. Donc ça me fait rire. Et ce qui était gratifiant, c'est le fait d'apprendre des nouvelles choses et qu'on te fasse confiance, même si tu l'as pas fait, on te fait confiance et tu le fais. Ouais, c'est ça. En fait, on m'a poussé hors de mes retranchements et c'était cool parce que je pense pas ailleurs. Je pense pas qu'on m'aurait fait confiance comme ça et on me poussait toujours plus loin et ça a marché en fait. Enfin, tu vois, je connaissais pas l'XSL. On m'a dit, vas-y, on te colle sur l'XSL et la personne qui m'a formé à l'XSL, à la fin, elle me dit, ah, t'as réussi à faire ça, putain, je sais pas comment t'as fait. Et du coup, c'est hyper valorisant en fait. Enfin... Ouais. Et la confiance en soi, c'est quelque chose que tu construis au fur et à mesure. C'est le retour des autres, c'est le fait de voir ton travail qui évolue qui t'apporte la confiance en toi. Ouais, en fait, quand je suis arrivée sur l'île en 2008, ma confiance en moi, elle était à moins 1000, je pense. Je la construis au fil des années. Et du coup, Rouge m'a beaucoup aidé pour ça. Et enfin, ouais, je peux rien d'autre dire que merci parce que à tous mes collègues, parce que vraiment, c'était même à Julien Carlier. Enfin, franchement, c'est vraiment des années pour moi qui sont canon et top au niveau de tout ce qu'on m'a apporté en fait. Rouge, c'est une ESN. Aujourd'hui, tu travailles dans un éditeur logiciel. C'est quoi les différences fondamentales dans le quotidien d'un développeur entre une ESN et entre un éditeur logiciel? Je pense c'est comment dire ça? En fait, dans les ESN, on vend et il faut faire tout de suite, très rapidement. Souvent, c'est vendu pour hier. Du coup, le temps d'exécution est beaucoup plus light que. On est toujours sous tension. Ça, c'est vrai que c'était une des parties difficiles de Rouge. C'est difficile de rentrer chez toi et t'as merdé parce que t'as pas eu le temps de faire le travail correctement. Et ça, c'est difficile, c'est difficile à encaisser en fait, parce que du coup, tu te remets toi en question, alors que tu dois pas te remettre toi en question. Et Ouais, je comprends. Je réfléchis, hein, parce que c'est pas simple comme feedback. Qu'est-ce que tu avais dit ensuite? ben en fait, enfin, tu vois, une fois, j'ai merdé sur un mail boulanger. En fait, on m'a dit, je sais plus, il était 17h30, on m'a dit, ouais, il nous faut un mail pour boulanger maintenant parce qu'il doit être routé cette nuit. En fait, on l'envoie, on dit, bah c'est bon, normalement, il est valide, les liens sont bons, etc. Et en fait, je me suis gourée dans un lien et du coup, je suis rentrée chez moi, je me suis murgé la tête parce que j'étais vraiment pas bien, parce que, enfin, boulanger, c'est un gros client et pour moi, tu dois pas merder sur ce jeu. Enfin, même pour les petits clients, tu dois pas merder, mais du coup, la visibilité de cette erreur était très grosse en fait. Je savais qu'il y avait des milliers de personnes qui le verraient et du coup, j'étais vraiment pas bien et ça, il faut pas faire travailler les gens comme ça en fait. C'est pas bon pour eux. Enfin, du coup, je me suis remise en question et c'est avec des années de recul où je me dis, non, en fait, c'était pas de ma faute. Enfin, on aurait dû le savoir la veille ou quelques jours avant pour avoir le temps de faire les tests et de faire les choses correctement. Arrêter d'être toujours sur la corde raide, ça, c'est pas bien, en fait. Je réfléchis. Est-ce que toutes les ESN, on est tout le temps sur la corde raide, tu penses? Ou c'est juste là, il y avait un mauvais projet, ou c'est une mauvaise fois, ou il y a des fois où on est sur la corde raide? Bah, je sais que souvent les clients veulent toujours tout pour la veille. De toute façon, on le voit bien. Je sais pas si tu connais Balance ton Agency.
Euh, Non, mais oui. En fait, Oui, en ce moment, c'est balance ta startup, il y en a voilà. plein. Hein. Et du coup, c'est le même genre. Et en fait, c'est toujours les mêmes genres de problèmes qui reviennent. En fait, tout est vendu pour la veille et comment les gens peuvent travailler correctement comme ça, quoi. Enfin, Ouais. si on me demande de construire une voiture mais que j'ai pas le temps de la faire, qu'est-ce qui va en pâtir? Les freins, le moteur, enfin. Et après, on va me dire, la voiture, elle roule pas. Évidemment. Ouais, c'est la qualité du travail. Enfin, au final, on a réduit le budget, la qualité du travail, elle est moins bien. C'est quoi. ça. Peut-être parce qu'il y a trop d'intervenants entre deux. Je sais pas où il est exactement le problème, mais faut arrêter de travailler comme ça. C'est archaïque et c'est du n'importe quoi. Et puis peut-être un peu plus reconnaître les développeurs aussi, je pense. Reconnaître le travail qu'ils font, c'est bien aussi parce que je pense qu'on a toujours l'impression que c'est inné, que c'est normal, que tout ce qu'on fait, c'est comme c'est notre métier, c'est comme ça, mais non. Faut aussi reconnaître. Je pense que c'est dans tous les métiers, hein, comme tu vois, je suis polie avec les personnes à la caisse, je fais attention quand il y a la femme de ménage qui fait le ménage de pas saccager ce qu'elle a fait. C'est peut-être un respect qui se perd, une éducation en fait, je sais pas. Et là, aujourd'hui, du coup, tu es dans un éditeur logiciel, donc tu as l'impression quand même que le travail que tu produis, il est plus construit pour durer et tu es obligé de faire la qualité parce que c'est toi qui vas devoir le réparer ensuite, c'est ça? Nous, alors dans l'avantage d'être dans l'éditeur de logiciel, je pense que nous, on force pour faire la qualité, pour avoir le temps de nettoyer et de revenir sur des choses qu'on a faites a posteriori, en fait. Et Ouais. et toujours être dans l'amélioration continue et pas dans tout le temps la nouveauté, en fait. Là, en ce moment, on a peut-être nos clients qui du coup interviennent un peu trop tôt dans le process et qui veulent des choses pour la veille. Et du coup, on commence un peu à être pénalisé aussi là-dessus. Mais du coup, on essaye nous de vraiment garder le focus en disant non. Les gars. C'est pas possible, arrêtez. Je pense qu'on a plus de poids là, à ce niveau-là, en fait. La proximité avec l'utilisateur final, elle est meilleure quand tu es en client final? Quand tu es en éditeur logiciel qu'en ESN? Oui, je pense, parce qu'on a plus de tests et plus de. On voit le l'UX designer fait pas mal de tests utilisateurs. En fait, l'avantage, c'est comme on est dans un bâtiment avec plein de gens qui font pas notre métier, on peut leur faire tester. Et du coup, on a des retours très rapidement, en fait. Ouais, je comprends. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, du coup, parce que chez Kikop, tu peux avoir les autres BU de Keyman, c'est ça? En fait, Ils sont dans le même bâtiment? c'est BATCA, c'est un groupement Ouais. d'entreprises fondé par Antoine et Emmanuel Perruchot, en fait. Et c'est beaucoup de cabinets de recrutement. Il y a aussi de la formation. Tu sais, comment on dit quand toi tu fais des formations selon ta personnalité aussi, tu vois, il y a ce type de personnalité aussi dans le bâtiment. Et du coup, on côtoie pas mal de gens différents et c'est cool ça aussi. Ouais, c'est souvent soit du RH, soit de la psychologie du travail. C'est ça. Ouais. Et ils te font du coaching pro ou du coaching perso, je sais pas. Et du coup, effectivement, c'est les gens qui sont proches de l'utilisateur final de Kikoop et tu peux leur poser des questions, leur demander ce qu'ils pensent de l'interface. Ouais, et j'imagine, du coup, vous avez de plus en plus des clients qui viennent en amont de la conception pour faire de la co-création, des choses comme ça. Ouais, il y en a qui demandent à faire ça avec les chefs de projet. Et donc, en fait, on a ils font, je sais plus, tous les 3 mois, ils font venir des clients et puis ils leur proposent les nouveautés et puis ils leur font tester, voir si tout est bien placé comme ils le voudraient, si tout est intuitif en fait. Ouais, ça me va.
C'est quoi le processus idéal de travail pour toi, pour un intégrateur? Là, j'imagine qu'aujourd'hui, on te livre plus des PSD à découper. Qui sont les personnes avec qui tu travailles? Quels sont les outils que tu veux? On bosse on a Sketch et InVision, et Zeppelin aussi. Zeppelin, je sais jamais comment on dit. Et, moi non plus. Et ouais, du coup, ouais, c'est plus des. Ça reste je trouve, dans le même domaine d'utilisation, hein, mais les partages, ils sont plus globaux qu'un PSD. Il y a plus de gens qui peuvent intervenir dessus et donner leur avis aussi sur le maquettage, ouais. Mais en fait, ouais. Et les maquettes, souvent, c'est, ce que tu préfères, toi, c'est plus souvent de travailler sur des wireframes ou des maquettes déjà habillées? J'aime bien les maquettes déjà habillées. Ça me permet de penser plus loin mon découpage, en fait. En fait, quand je vois une maquette, je vois pas quelque chose d'uniforme. Je vois des zones, comment je vais les placer, je regroupe les informations, etc. Je réfléchis déjà à la construction HTML de mon truc quand je vois une maquette, en fait. Mais je pense qu'il faut arrêter aussi avec le pixel perfect et plus penser pourcentage pour que ce soit plus fluide sur les écrans et plus avoir des portions d'écran, qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas, en fait. On a trop de différences d'écran. Il faut vraiment que ce soit fluide maintenant, je pense. En vrai, c'est quelque chose qui me rendait fou, hein, quand j'étais mobile. On me demandait du pixel perfect, mais il fallait que je fasse que ce soit responsive en même temps. Comment on fait? Je pense que les gens ont du mal à comprendre cette subtilité. Nous, je sais qu'on avait un client, il mesurait l'écran avec sa règle pour voir si on était ISO avec la maquette. Il nous disait mais ça dépasse de quelques pixels, nana. Stop, arrêtez, quoi. Alors, à la limite, si t'as des éléments les uns en dessous des autres qui sont pas alignés, ok, là je suis d'accord. Ça tu le vois direct. Mais je pense que si ton logo il est toujours à 20% de ton écran, c'est ça, en fait, qu'il faut voir, et pas 13 pixels pile. Tu te retrouves à optimiser pour l'écran de la personne qui va recéter. C'est ça. Mais du coup, ça colle pas sur les autres navigateurs aussi. C'est difficile à expliquer. À quel moment tu sais que tu fais du travail de qualité? Qu'est-ce que tu pourrais faire que tu fais pas aujourd'hui qui te permettrait de faire du travail de meilleure qualité? C'est comme je te disais, hein, qu'on soit intégré dans vraiment plus longtemps dans le process, plus en amont dans la réflexion, parce que tout le monde doit. Je sais bien que souvent ça fait des discussions à rallonge parce que souvent on a tendance à dire à réfléchir à comment on va le faire, en fait. Mais je trouve que c'est aussi important parce que, en fait, on a dû faire une tablette en magasin pour Kiabi. Je sais pas si tu as déjà vu dans les magasins. Et en fait, le PO, il nous expliquait les demandes clients. Et en fait, tous les jeudis matins, on échangeait sur combien de temps ça allait nous prendre et comment on allait le faire. Et toute cette partie faite en amont, ça nous faisait gagner un temps de fou au final, en fait. Même si nos discussions, eux, ils les trouvaient à rallonge et chiantes, nous, en fait, pour nos développements de la semaine, c'était canon parce que on se rappelait, on en a discuté comme ça et on va le faire comme ça, en fait. Et du coup, au final, c'est un gain de temps, mais tout le monde croit pas à on bossait en agile, en fait. Et tout le monde croit pas à cette méthode, mais souvent les gens, ils la font à moitié. En fait, ils lisent
ils lisent un doc en disant ah, on doit le faire comme ça, mais en fait ça colle pas. On avait été formés par FIDEV à l'époque. Ils suivaient vraiment la méthode à la lettre. Ils ont passé beaucoup de temps avec nous sur comment le faire et le mettre en place. Et quand tu suis scrupuleusement la méthode, c'est top. Mais tout le monde n'y croit pas. Après, pour ce projet-là et pour nous, ça avait marché. Ça avait matché. C'est quoi l'agilité du coup en quoi? Comment tu fais la différence entre un projet qui est vraiment agile et un qui l'est pas vraiment? En fait, un projet qui est agile, tu crées tes tickets de tâches. En fait, tu sais, c'était un papier avec toutes les tâches qui étaient écrites, le temps, le nombre de points qu'on lui allouait, en fait. On savait, par exemple, qu'on prenait 60 points pour la semaine et, par exemple, faire un formulaire, c'était 8 points, en fait. Et mais vraiment, on avait toutes les itérations, tu vois. Le mercredi, c'était notre journée veille off, et enfin, c'était pas off travail, hein, c'était on faisait de la veille pour ce qui allait arriver sur le prochain sprint, en fait. Et le jeudi, on estimait nos tâches, et du coup, et le mardi, on présentait aux clients ce qu'on avait fait sur la semaine. Que souvent je vois dans certaines boîtes, on prend le nombre de points ou on prend juste le daily du matin, ou on prend que certaines tâches sans aller plus loin et sans les réfléchir en amont, en fait. Mais du coup, tu peux pas suivre une méthode si tu la prends qu'à moitié, ou juste parce que tu as lu une doc sur comment le faire, en fait. Ouais, je comprends. Moi, j'avais l'impression quand même que le faire sur une semaine, c'était difficile parce que plus en début de semaine, on te met de tâches dans ton backlog. Ou alors c'est à vous d'estimer, vous avez les 60 points, c'est vous qui estimez les histoires, et du coup on les prenait ou on les prenait pas, en fait. Toi, par exemple, ils nous avaient aussi demandé d'imprimer des tickets sur une imprimante de caisse. Bah ça, tu vois, on l'avait jamais fait dans l'équipe. Du coup, on leur a dit, bah non, il nous faut l'imprimante de caisse avant, qu'on puisse la tester et voir comment ça fonctionne, avant d'accepter de prendre et de dire combien ça va être estimé, en fait. Et c'est ce qu'on faisait sur le mercredi. On testait l'imprimante de caisse avant. Et toutes les semaines, vous aviez un jour où vous faisiez un peu ce que vous voulez, c'est ça. Par exemple, et le jeudi matin, vous prépariez le sprint. Une fois, tu vois, la DA, elle voulait que le select des tailles, ce soit un rouleau un peu comme sur l'iPhone, en fait, tu sais, pour le calendrier. Et du coup, j'ai dû faire ma veille, mon mercredi là-dessus, en fait, sur comment présenter ça, comment créer ça, en fait. Et du coup, si le jeudi, il y a une tâche que vous avez refusée, le mercredi d'après, tu sais que tu as le temps de faire de la veille pour le préparer, travailler tes estimations, quoi. Et la démo client que tu as toutes les semaines, c'était le mercredi aussi ? C'est le mardi. Donc le mardi, démo client, jeudi, début de sprint, le mercredi, c'est le Slack. C'est ça. Ok. En vrai, c'est super clair. Et ok. C'est marrant parce qu'en vrai, tu changes 2-3 détails et ça devient plus agréable du tout. C'est ça. Oui, mais souvent, je l'ai vu où les gens le font toujours à moitié parce que il y a certains trucs qui les embêtent, certaines tâches qui les dérangent ou qui veulent pas faire, ou ils estiment pas nécessaire. Et en fait, du coup, tu fous en l'air la méthode parce que tu la suis pas, en fait. Mais du coup, d'avoir un centre de formation comme FIDEV, c'était cool parce que, tu vois, ils nous recoachaient à chaque fois quand on déviait un peu. Bah, eux, ils nous remettaient dans le droit chemin pour qu'on colle à la méthode. Et effectivement, ce projet, il s'est fait sur le temps imparti, ce qui était voulu par le client, et même le client était hyper satisfait, en fait. Et puis j'imagine que quand il y a un tiers,
Parce que sinon, en fait, l'application d'un méthodo, s'il faut que ce soit entre les PO ou les chefs de projet et les devs de mettre le curseur, le fait d'avoir un tiers, ça règle le conflit et ça permet de poser les lignes dans le sable correctement. Et le PO, c'était quelqu'un de chez Kiabi. Du coup, tu vois, il avait pas... eux, ils savaient qu'il n'avait pas de parti pris pour nous. Parce que si ça avait été quelqu'un de chez nous, ils auraient dit ouais, mais non, il bosse avec eux, donc obligatoirement, il est d'accord avec ce qu'ils disent. Alors que, tu vois, on savait lui expliquer et des fois, il n'était pas d'accord hein, et on échangeait sur tout ça. Mais du coup, eux, ils savaient, tu vois, tous les gens de Kiabi, quand on leur présentait le mardi, quand ils leur disaient bah non, on n'a pas pu, ils savaient que lui, il était au quotidien avec nous et qu'il suivait ce qu'on faisait en fait. Et du coup, il comprenait les problèmes qu'on pouvait avoir et du coup, c'était vraiment top. Ouais, et puis il peut descoper, rescoper des choses éventuellement. Ok. L'agilité, c'est fait. Comment tu sais que... Qu'est-ce qui te satisfait dans ton job? À quel moment tu sais que ton job, il est fini? Qu'est-ce qui fait la différence entre un travail bien fini et un travail mal fini pour toi? Alors, il va être bien fini pendant un certain temps. Tu vois, si je vais revenir quelques mois plus tard, je vais dire ah ben non en fait ça va pas, il manque ça ou... Donc je pense qu'un dev il est jamais satisfait de son travail ou alors il est très imbu de lui-même enfin quand tu regardes du code d'il y a 6 mois tu te dis oh mon dieu pourquoi j'ai fait ça. Mais en fait c'est ce qui est bien dans notre métier parce qu'on est tout le temps dans l'amélioration continue en fait. C'est ce qui nous force à toujours aller plus loin. C'est sûr que à l'instant T, on se dit c'est fini. Enfin, tu vois, on colle à la maquette, on colle aux besoins du client. Quand tu vois, il manque pas de boutons, il manque pas d'endroits, enfin de choses où toutes les infos sont là. Mais moi, enfin, je sais que souvent, 6 mois après, je vais dire ah ouais, mais non, il y a ça qui va pas ou ça qui pourrait être mieux et du coup, il faut l'améliorer en fait. Qu'est-ce qui a changé dans l'IT depuis que tu travailles dans l'IT? Qu'est-ce qui va changer peut-être bientôt, d'après toi? Je trouve qu'on est un peu plus considéré. Pas comme Caradoc, hein, mais... Non, mais c'est pas, dans l'absolu, c'est pas ça, hein, c'est pas faux. Parce que je me rappelle avoir donné une conférence avec Cyril et Cyril Lacache, et à la fin, on avait essayé d'aborder le sujet de la considération, on ne trouvait pas comment faire, et donc il y avait un gif avec Caradoc qui disait on en a gros. Et on cherche les mots. Mais ouais, c'est ça. Pas être juste des exécutants en fait. Enfin, tu vois, comprendre qu'on a notre mot à dire et que notre mot il est important et honnêtement, même si un dev il veut ouvrir sa bouche parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a fait, au contraire, faut l'écouter parce que c'est quelqu'un qui est hyper investi dans sa boîte. La personne qui dit rien, c'est que, enfin, je pense qu'elle s'en fout un peu en fait. Et des fois, enfin, moi je sais que souvent on me prend pour une râleuse, mais je leur dis si je râle pas, c'est que je m'en fous et c'est pas bon pour vous en fait. Autant que je m'en aille. À quoi tu reconnais qu'un job est bon vu que tu as changé de taf? Qu'est-ce que tu as pu voir comme entreprise et comment tu as su que celle-ci, ça allait te plaire? Pour moi, un job est bon, c'est une entreprise qui me correspond et qui colle à ma personnalité en fait. Je sais que certaines personnes ont besoin d'être seules, ont besoin de pas avoir d'interaction, de bonjour le matin. Ou... Moi, c'est le contraire. J'ai besoin de me sentir un peu comme dans une famille, parce que, enfin, notre taf, on bosse 3/4 de notre semaine, on passe au boulot, quoi. Donc, si on se sent pas bien, autant aller ailleurs et aller dans une boîte qui nous correspond. Et je sais qu'il y a une fille qui était partie parce qu'elle aimait pas cette ambiance familiale qu'on a chez Kikopt. Mais moi, je sais que c'est quelque chose que je cherche parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir de la bienveillance autour de moi et des gens
pour qui je suis importante, plutôt que juste tracer dans le couloir et potentiellement pas savoir que ton collègue il est en dépression ou il est pas bien. Je trouve ça grave en fait. Enfin, on manque de bienveillance dans ce monde, alors si on l'a pas au boulot. Et alors, du coup, dans le processus d'entretien, comment ça s'est manifesté? Moi, en fait, comment tu détectes avant souvent, de je le demande comment ça se passe dans les équipes, comment est l'ambiance. Il y a même une fois une recruteuse qui m'a dit c'est le boulot, c'est pas la fête. Je lui ai dit mais c'est parce que vous me correspondez, votre entreprise ne me correspondra pas en fait. Moi j'ai besoin de parfois aller boire un verre avec mes collègues. Je dis pas, c'est pas tout le temps, mais je sais qu'il y a souvent certains collègues deviennent des amis, même quand ils partent, je garde des liens avec eux en fait, parce que pour moi c'est hyper important. Et du coup, comment ça se manifeste chez Kikoop? Genre, est-ce que vous avez besoin de prendre le café tous ensemble le matin? Moi, par exemple, je sais que j'aime pas trop le matin, mais après, je suis content de socialiser quand même. En fait, on peut socialiser le midi parce qu'on a un espace de cuisine où on peut manger tous ensemble. On peut aller prendre notre café et parler avec des gens le matin. Alors, l'avantage d'être chez Batka, c'est que comme il y a un groupement d'entreprises et qu'on croise plein de gens, on peut parler avec plein de personnalités différentes mais aussi il y a des jours où j'ai pas envie j'ai juste envie d'être à mon bureau et qu'on me parle pas parce que c'est comme ça et du coup je le fais pas, je choisis vraiment les moments où j'en ai besoin en fait et l'avantage c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est là dispo qui est prêt à interagir à ce moment-là en fait et ça c'est cool. Dis-moi si c'est un mauvais a priori, mais j'ai l'impression quand même que de travailler dans une entreprise où il y a beaucoup de professionnels des RH, ça fait quand même qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire de l'empathie, qui savent briser la glace, qui savent connecter, c'est ça qui savent être altruiste et peut se porter sur l'autre. Est-ce que c'est une mauvaise intuition, tu vois? Alors peut-être, mais mon expérience passée chez Peak Time et Rouge, non, j'ai rencontré aussi des gens comme ça, du coup c'est peut-être que je les attire, je sais pas, mais voilà, j'ai toujours eu des gens avec qui j'arrivais à échanger sur des sujets ou d'autres, ou quand j'en avais besoin. Tu vas voir les gens qui sont en post-club, tu vas avoir quelqu'un qui a la machine à café. Je sais pas. Après, peut-être que où je sélectionne les bonnes personnes, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que le changement de poste, c'était pas quelque chose qui était anxiogène pour toi. T'arrives à dire à une recruteuse que l'entreprise ne lui correspond pas. C'est quoi le secret pour être zen, comment on fait pour changer de poste en restant zen comme Mélanie? Surtout poser les bonnes questions sur ce qui est important pour nous en fait. Si on veut une boîte où il n'y a pas trop d'interaction, et effectivement, il faut pas aller dans une boîte où il y a des soirées régulièrement, où il y a un after work tous les vendredis. Il faut pas hésiter à le demander. Et je pense que pour moi, c'est pas des questions bêtes. Et si un recruteur trouve que c'est une question bête, la boîte elle colle pas et next en fait. Je pense pas qu'il faut se prendre la tête. Faut arrêter de se prendre la tête sur l'entretien et pas hésiter à poser des questions. C'est tellement important. Faut vraiment que la boîte elle colle à ta personnalité. Sinon, toi tu seras pas bien et la boîte elle aura quelqu'un qui sera mal au quotidien et financièrement c'est pas intéressant pour elle non plus en fait. On a rencontré récemment un client, un prospect, où ils font pas de télétravail parce que en fait ils ont des bureaux agréables, ils aiment bien ça, le fait de pouvoir échanger spontanément entre deux équipes, etc.
Est-ce que tu vois, ils avaient l'impression que le fait de ne pas faire de télétravail, c'était un obstacle pour recruter. Et du coup, comme il y avait des candidats un peu agressifs avec eux, du coup, ils répondaient en passif-agressif, etc. Toi, tu te verrais bosser dans une boîte où on te dit, bah non, nous, on veut pas faire de télétravail parce que les bureaux sont cool, en fait. Alors ça dépend. Moi, je sais que, tu vois, je souffre pas mal chez Kikop parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens au téléphone et j'ai besoin de travailler chez moi parce que je suis beaucoup plus productive, en fait. En fait, le bruit autour de moi fait que j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal à me concentrer et du coup, je travaille beaucoup moins vite que quand, tu vois, je suis chez moi en télétravail. Il y a des fois, je fais des choses. Il y a 6 mois, quand j'étais pas en télétravail, ça m'avait pris 2 jours au lieu d'une matinée, quoi. Tellement le bruit et il faut aussi que les clients les boîtes soient objectifs sur le bruit sur le plateau, parce que pour un développeur, c'est très très compliqué. Je pense qu'il faut avoir des zones dans lesquelles on peut échanger. Contrairement à l'endroit où il y a le bureau, où c'est plus calme. Enfin, moi, je sais que les gens au téléphone, c'est vraiment très problématique pour moi. Je sais pas si c'est tout le monde, mais j'en arrive à bosser avec des écouteurs et de la musique pour faire un off de ce brouhaha autour de moi, en fait. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est pas... Il y a une différence entre complètement en télétravail, tu vois. Alors, les gens, ils viennent jamais au bureau, tu les vois jamais. Et là, du coup, en l'occurrence, il faut quand même recruter les gens qui sont à moins de 10 ou 15 minutes en transport de l'entreprise, même si ils sont pas contre le fait de faire un jour de télétravail dans la semaine, par exemple, tu vois. Mais il faut que les gens, ils s'habitent. C'est-à-dire que si t'es pas dans la région, il va falloir que tu déménages pour y aller, quand même. Tu vois, c'est deux choses. Ça, c'est quelque chose qui est pas bloquant pour toi. Bah franchement, ça va dépendre de comment on me présente la boîte. Si vraiment je sens que la bienveillance est là, ça va vraiment être au feeling, en fait. Ouais, et puis du coup, le lieu de la boîte, genre si je te dis que c'est en région parisienne, ça va te brancher beaucoup moins que si je te dis que c'est, je sais pas, où est-ce qu'on pourrait aller à Seclin, à Cissoin. Bah ouais, clairement. Je pense que non, bosser à Paris, je le ferai pas. Déjà, j'aime pas Paris et désolée pour les Parisiens. Non, mais c'est ok. Mais voilà, j'habite dans une petite ville, j'habite pas dans l'île même, j'habite autour et bah voilà, enfin faut être dans ce qui nous correspond, hein, parce que le travail on y passe notre vie, en fait. Donc pour moi c'est sois heureux à ton travail et tu ne bosseras jamais un jour de ta vie. Du coup, le job idéal pour toi, il est où, il est comment? Il est où? Il est là, au moment où je le fais, où je suis heureuse de travailler, en fait, où je suis bien. Mais je peux être bien à un instant T et ne plus l'être à un moment, en fait. Parce que tu vois, il y a des méthodes de travail qui peuvent bouger, qui peuvent changer. Tu vois, c'est ce qui m'est arrivé chez Peak-Time, en fait. J'étais bien pendant le temps où j'y étais, et il y a un moment où ça collait plus. Parce que la direction changeait de vision et ça collait plus forcément à mes besoins aussi. C'est parfait. Avec mes collègues, on est en train d'écrire un livre. Ça s'appelle We Love Dev, The Handbook. C'est un guide ultime pour être heureux dans l'IoT. Si on doit te citer dans ce livre et associer Mélanie Gavel a un ingrédient pour être heureux dans le métier de développeur ou d'intégrateur, c'est quoi cet ingrédient? Si tu dois retenir qu'un seul. Ouais. Le kiff. Est-ce que, alors, c'est le kiff, c'est quoi? C'est la satisfaction? Aimer où on est et ouais, c'est se faire plaisir, en fait.
Se faire plaisir. Alors, attends, aimer où on est, il y a la notion d'être ancré dans le moment, aimer pouvoir notre profiter boîte, du moment. aimer ce qu'on fait, le code qu'on produit, en fait. Hein. Enfin, tu vois, c'est... Alors, pour certaines personnes, ça va être complètement what the fuck, mais je pense que beaucoup de gens comprendront ce que je veux dire. Et ouais, en fait, moi, c'est ce qui me rend, enfin, c'est ce qui me rend bien, en fait. C'est peut-être bête, mais... Donc le kiff, c'est ancrer dans le moment, aimer ce qu'on fait, donc aimer la boîte, aimer les gens avec qui tu travailles, c'est-à-dire vraiment, et être satisfait du travail que tu produis, donc être contente de ce que tu fais, être fier de ce que tu fais. Si dis j'ai fait de la merde... Si j'ai les 4 ingrédients-là, c'est le kiff. Toi, si tu te dis j'ai fait de la merde, là, c'est pas satisfaisant pour toi, en fait. Et c'est pas bien pour toi, ton toi-même. Moi, ça me va. J'ai envie de... Je pense qu'on mettra dans le titre de l'épisode c'est quoi le kiff. Est-ce que tu as vu l'enquête, le sondage d'opinion qu'on fait en ce moment, en plus des podcasts? Un peu mitigé. Enfin, je pense qu'en général, les gens sont assez satisfaits de leur salaire. Je trouve pas qu'il est ouf non plus. Enfin, la moyenne. Le salaire ou le sondage? La moyenne. Ils ont beaucoup d'années d'études quand même. J'ai mis la formation en entreprise, c'est pas ouf aussi. Je pense que ça, il faut vraiment que les boîtes fassent du boulot là-dessus, en fait. Que les boîtes, elles soient meilleures à former les elles laissent salariés. du temps. Je sais que chez Rouge, tu vois, on avait tous les vendredis matins, c'était notre temps de veille. On faisait ce qu'on voulait et il fallait qu'on le fasse, en fait. C'était... tu vois, si des fois on faisait du taf, on nous disait mais non, là t'as pas fait ta veille, c'est important pour toi, c'est important pour ton futur. Et en fait, on est des gens qui doivent être tout le temps dans la veille, à l'écoute de ce qui se fait. Et tu vois, c'est un peu ce que moi j'ai pas forcément fait, et du coup il faut que je me remette à ça beaucoup. Si tu devais changer de job aujourd'hui, ce serait quoi? Genre, si tu peux plus être intégratrice, tu vois, qu'est-ce que tu ferais comme métier, un autre métier probablement dans l'IT, ou est-ce que tu changes complètement d'industrie? Je retaperais des maisons. Tu retaperais des maisons? T'aimes bien poser le crépi et tout ça? Non, ouais, refaire de la déco, rénover, de la rénovation, ouais, ou menuisier, tu sais, produire quelque chose de mes mains, en fait. Ok. Est-ce qu'on a le droit de dire, genre, les intégrateurs, ils aiment la peinture, tout ça, la déco d'intérieur, c'est un truc que les intégrateurs, ils aiment bien, genre, on a le droit de le faire ce parallèle-là? C'est vrai qu'on met souvent un coup de peinture sur les sites, du coup, pourquoi pas. Mais bon, après, c'est mon avis, peut-être pas, ça collera peut-être pas à tout le monde. En vrai, moi, ça me choque qu'à moitié, genre, en fait, faut pas que ce soit réducteur, mais en même temps, si la satisfaction que tu tires de ton travail, c'est un rendu visuel, c'est normal que si ton appart, quand tu rentres, il est moche, si tu veux y faire quelque chose, quoi. Ça me choque pas. Moi, je sais que, tu vois, tous les 2-3 mois, j'ai un nouveau projet dans la maison, et c'est des trucs que je refais, en fait. En ce moment, je suis dans le jardin. Moi aussi, parce que j'ai le moment où on plante le gazon. Rénover mon cabanon et faire des étagères, des rangements pour bien tout organiser. Moi, je suis très satisfait de voir mon gazon pousser. Donc, écoute, c'était très cool. Merci beaucoup. Et alors donc pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à répondre à l'enquête. En fait, il faut répondre à l'enquête parce qu'on en a besoin déjà pour écrire le livre. Ensuite, on aura besoin d'avoir plus d'un millier de répondants à cette enquête-là pour pouvoir utiliser ce que vous nous avez dit dans cette enquête et le restituer correctement dans le livre pour les gens qui cherchent
à être heureux, comme toujours. Et ça me permet aussi d'améliorer les questions que je pose aux invités. Je peux leur proposer des situations qui viennent de l'enquête, etc. Et ça me permet de faire évoluer le fil rouge. Donc, merci de répondre à l'enquête. Et merci à aux 400 personnes qui ont déjà répondu et qui me servent aujourd'hui pour améliorer la question. À bientôt. Au revoir.